Dans cette vidéo, nous allons regarder la question du processus de décision comme on le trouve généralement dans les organisations à gouvernance horizontale. C'est une question cruciale parce que ça va toucher à tous les aspects de la gouvernance. En effet, le processus de décision est central dans la manière dont on va structurer l'organisation, les rôles, qui fait quoi, et la manière dont on va prendre les décisions par elles-mêmes, on va le voir ici, et on va retrouver ça dans les réunions de gouvernance, dans les réunions de triage, dans les réunions de stratégie. Ça va parler aussi, on va retrouver des liens avec ce qui se passe dans au niveau de la posture, le cadre de sécurité, dans tous les aspects, j'aurais pu aussi bien le mettre au centre. J'ai préféré mettre la posture, mais j'aurais pu tout à fait le mettre au centre parce que c'est la question centrale de la gouvernance partagée. Voilà, la gouvernance, c'est comment on fait pour prendre des décisions et qui décide de quoi, qui dirige comment l'organisation. Et c'est vraiment à travers ces processus-là, si on partage cette responsabilité-là, eh ben, on va se retrouver avec cette question au centre parce que tout le monde va se la poser et on va la retrouver encore une fois dans tous les processus de réflexion de la structure. Alors, qui dit gouvernance partagée dit décision prise à différents endroits de la structure. Donc, ce n'est plus un seul décideur et c'est encore moins tout le monde est décideur de tout, c'est une autre répartition des pouvoirs. La gouvernance partagée, c'est une distribution sur différents rôles des pouvoirs de décision, des pouvoirs d'agir et de pouvoir organiser et pouvoir statuer sur des problématiques de l'entreprise qui est différente. Voilà. Dans une structure classique, pyramidale, c'est souvent le chef de service ou le patron ou le comité de direction tout en haut qui a ce pouvoir absolu de décider des grandes questions de l'organisation. Là, comme on est sur des hiérarchies plates, comme on est sur une autre répartition du pouvoir qui est horizontale, il n'y a pas quelqu'un qui décide au-dessus de nous. Il y a éventuellement un cercle qui va décider au-dessus d'une autre, oui, mais on ne va pas avoir quelqu'un tout seul qui va concentrer les pouvoirs ou qui va s'octroyer la prérogative de décider des grandes questions de l'organisation, de l'équipe, de la structure, etc. Ça, c'est une dimension vraiment importante. Une autre différence, c'est que la gouvernance partagée, ça parle d'autres processus de décision. Généralement, quand dans les structures qui évoluent sur ce champ-là, on a des décisions qui sont prises collectivement, pas exclusivement, mais bien souvent, surtout les décisions de cercle. Ce qui concerne un cercle, c'est-à-dire ce qui concerne des rôles, on va le décider ensemble. Alors en fait, pourquoi ça? Là, il y a un point qui est important, c'est que dans une équipe traditionnelle, le chef a pour rôle de diriger l'équipe et de représenter les intérêts de l'équipe. Alors, on va retrouver ça un peu dans la fonction de leader de cercle, comme on le verra dans une autre vidéo de cette série. Mais là où c'était possible que quelqu'un qui a un seul rôle, qui est ce rôle-là spécifique de chef, concentre un petit peu les choses à son endroit et du coup est capable de décider tout seul de certaines choses. Quand on a une distribution partagée des rôles, que l'équipe est constituée de différents rôles qui ont différentes casquettes, qu'on a morcelé un peu l'activité, voilà, comme dans un restaurant, il y a le pâtissier, il y a le serveur, il y a le cuisinier, il y a le barman, bon, et le gars le commis qui fait la plonge.
chacun a des spécificités et personne n'est responsable à la place de l'autre de ses fonctions. Donc, quand on veut réorganiser quelque chose qui touche à l'ensemble, on a besoin d'entendre l'ensemble pour vérifier que, comme personne ne chapeaute le tout, on a besoin de vérifier que le chapeau, que la fonction chapeau se fait bien. Et pour ça, il faut mettre les gens autour de la table pour en parler. Et on ne peut pas ignorer un rôle au profit d'autres. On a bien la nécessité de faire s'exprimer chacun et de prendre l'avis de tous. C'est pour ça aussi, deuxième critère, on est sur des décisions qui sont généralement par consentement. On a besoin du consentement de chacun pour que les décisions soient prises de manière juste et de manière à satisfaire le fonctionnement général. Je n'ai pas dit satisfaire tout le monde, ce serait un vœu pieux, mais on a besoin que la structure fonctionne, donc que tous les rôles aient donné leur accord. Et là aussi, je parle de rôle, je ne parle pas de personne. Alors, un rôle est toujours porté par une personne, mais on a besoin d'interroger les rôles. On n'a pas besoin que tous les individus, par exemple, dans une équipe où il y a plusieurs personnes qui ont le même rôle, on a toute une équipe de commerciaux ou on a toute une équipe de techniciens à l'atelier, on a besoin que le rôle technicien soit d'accord. Maintenant, si Pierre, Paul ou Jacques ont des avis différents, oui, c'est Pierre, Paul et Jacques qui ont des avis différents, mais le rôle est a consenti à la décision parce que de manière neutre et objective, c'est une décision qui convient. Voilà, on a une petite nuance là. Et puis encore, c'est décider autrement, c'est-à-dire j'ai mis avec d'autres critères parce que souvent dans ces organisations-là, on va tendre vers des décisions plus écologiques. En général, ce qui va avec le paradigme de la gouvernance partagée, ce sont des valeurs d'écologie. Alors, écologie, pas seulement la protection de la planète, l'écologie au sens large, de ce qui respecte l'environnement. Donc, c'est des décisions qui vont respecter les besoins des clients, qui vont respecter les fournisseurs, qui vont respecter effectivement la planète. C'est souvent qu'on voit dans ces structures-là, en même temps, des logiques d'économie sociale et solidaire, qu'on voit des logiques de développement durable, de recyclage, d'économie de la circularité, enfin, toutes ces notions-là qui se développent en ce moment, d'entreprise à mission, on va pouvoir les retrouver et en fait, on va voir que souvent, ce sont des entreprises, des organisations, des collectifs qui mettent quelque chose d'humain et quelque chose d'écologique en premier, derrière les intérêts purement économiques. Alors, il n'y a pas de mal à gagner de l'argent, il y a nécessité de la rentabilité. Simplement, on va pas tout miser là-dessus et on va pas oublier l'humain, on va pas oublier le bien-être, on va pas oublier l'épanouissement et puis le respect des autres partenaires et de la planète dans nos décisions. Et ça, c'est quelque chose qui change beaucoup. Voilà. Ensuite, la gouvernance partagée, c'est la question du décideur. C'est amener chacun à devenir décideur en partie. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire oser faire des propositions. C'est pas toujours évident dans un collectif d'oser faire une proposition qui peut-être sera rejetée, peut-être sera acceptée, qui peut-être se révélera ne pas être bonne finalement parce que des fois on sait pas, on croit bien faire et puis la conjoncture ensuite montre que voilà, c'était pas la bonne décision. Voilà, je me souviens de quelques chefs d'entreprise, notamment voilà un ami restaurateur qui a décidé d'ouvrir un restaurant la veille du confinement. C'était une bonne décision quand il l'a prise. Son projet avait du sens, c'était important. Il pouvait pas prévoir qu'on allait fermer tous les restaurants pendant des mois à cause du virus. Au moment où il a fait. Donc, ça s'est révélé une décision dans le mauvais timing, mais ça restait une bonne décision. Voilà. Donc, des fois, on peut hésiter à faire des propositions, on peut hésiter
à s'engager dans le processus de peur d'avoir à assumer des responsabilités. Et oui, parce qu'effectivement, décider, c'est être responsable. Ensuite, c'est oser objecter. On sait que dans les dynamiques de groupe, par exemple, quand tout le monde est pour quelque chose, c'est difficile d'avoir un avis contraire. Il y a la pression du groupe, il y a l'impression qu'on a que s'ils disent tous oui et que moi je pense non, ils doivent avoir raison, je dois avoir tort. On sait en psychosocial, il y a eu plein d'expériences qui ont été menées sur ces questions-là. On sait qu'il est vraiment difficile de se différencier et d'oser aller contre le courant. Et pourtant, des fois, dans une équipe, il y a un rôle ou un individu qui porte un rôle particulier qui peut s'apercevoir que la proposition ne fonctionne pas ou pourrait être dommageable pour la structure. Donc voilà, tous les autres étaient d'accord, mais lui, du fait de sa fonction, il dit non, ça va pas. Alors voilà, typiquement, on peut voir des choses comme une équipe qui est d'accord pour communiquer davantage, etc. Et le juriste qui dit non, parce que là, c'est pas constitutionnel, ou là, on s'expose à des procès, à des choses comme ça, où on voit l'informaticien qui dit non, parce que là, il y aurait une faille de sécurité, ou non, là, désolé, technologiquement, on sait pas faire. En tout cas, voilà, où on n'a pas le budget, etc. Enfin, voilà. C'est oser la responsabilité. Et oui, je cite souvent cet exemple que j'ai vécu en accompagnant une structure où c'était l'équipe du pôle administratif, et j'expliquais que chacun va gérer ses relations avec ses collègues, et puis que si quelque chose ne va pas, on va pouvoir le dire en collectif, etc. Et là, une personne m'interrompt en disant non, mais il faut un chef pour ça. Pourquoi? Parce que si ma collègue elle fait pas bien son boulot, il faut que le chef aille lui dire. Je dis non, c'est toi qui vas lui dire. S'il y a une redevabilité qui n'est pas satisfaite et que tu estimes qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu vas voir ta collègue avec ta casquette, avec le rôle qui a un problème, et puis tu vas voir l'autre rôle pour dire mais non, mais moi je veux pas, c'est ma collègue, moi je veux pas d'histoire, donc il faut que ce soit le chef qui fasse. Et oui. Ça, c'est une façon d'avoir du mal à porter la responsabilité. Une autre façon, c'est effectivement de préférer des fois avoir des parapluies, de se couvrir, ou d'avoir quelqu'un qui valide notre décision à notre place, ou à minima avec nous, parce que comme ça, s'il arrive quelque chose, s'il s'avère, comme je disais tout à l'heure, que le choix ou la proposition, la décision qu'on a prise n'était pas la bonne, je ne serai pas le seul à être responsable. Voilà. Ça veut dire oser se tromper, oui, mais là encore, dans les structures de ce type-là, les valeurs font qu'on a droit à l'erreur, qu'on a du respect, qu'on ne va pas juger les gens, on va plutôt les soutenir, on va plutôt les encourager, on va plutôt les coacher s'il y a des difficultés, on va les former beaucoup. Voilà, se tromper, qui ne s'est jamais trompé? Et puis enfin, c'est oser être soi, parce que là aussi, la question, l'invitation qui est proposée dans ces structures-là, on va le revoir avec la vidéo sur vivre du nous et la question de la posture, c'est être autonome, être responsable, être aligné, être concentré, ne pas s'identifier à son rôle, mais en même temps être spontané et être soi-même. C'est permis d'être soi-même tel que l'on est, et on n'est pas parfait, et c'est une responsabilité à prendre, et c'est quelque chose à assumer que de s'impliquer comme ça dans un collectif, et d'oser être co-décideur. Voilà. Alors, le processus de décision, je referai une vidéo spécifique là-dessus pour bien expliquer le processus de décision par consentement, notamment pour les facilitateurs qui auront la charge de l'animer. Là, je voudrais rappeler les grands principes, les 6 grandes étapes de la décision par consentement. Avant
Alors, c'est d'abord une écoute du centre et c'est d'abord la définition d'un objectif. Il y a, si on discute, si on a une décision à prendre, il faut qu'on détermine le cadre. Donc, c'est pour répondre à quelle tension et c'est quel est l'objectif de la décision qu'on a à prendre. D'abord, il y a ça. Ensuite, c'est écouter le centre. Alors, l'écoute du centre, c'est demander à chacun présent dans le cercle au moment où on prend cette décision collective. Donc, c'est toujours tous les membres du cercle qui sont présents. On va se mettre en cercle, voilà, pour qu'il n'y ait pas un qui domine et pas les autres. Et puis, on va écouter, on va demander sur le sujet, à propos de la tension qui est proposée, à propos du sujet qui est évoqué, on va demander ce que chacun des rôles a à dire sur le sujet. Est-ce qu'il a constaté la même chose? Est-ce qu'il a constaté l'inverse? Quels sont les éléments qu'on peut rapporter, qu'on peut partager pour avoir la vision la plus complète de la question? Et ça, c'est vraiment important. On a besoin d'avoir tous les points de vue pour, comme une vue en 3 dimensions d'un objet, on a besoin de voir du dessus, du dessous, de côté, d'en face, voilà, pour bien comprendre. Ensuite, une fois qu'on a bien compris quelle était la situation, quel était le problème, qu'on a bien identifié de quoi il s'agit, à ce moment-là, on va demander si quelqu'un dans le groupe a une proposition à faire. C'est pas forcément celui qui a amené le problème. C'est pas forcément le chef non plus. Ça peut être n'importe qui, une fois qu'il a écouté le centre, ce qui a été mis au centre, peut dire, bah, tiens, on pourrait faire ça. Voilà. L'idée, c'est qu'il fasse une proposition claire et qu'ensuite, cette proposition soit validée ou invalidée. Après ce processus de questionnement qu'on va voir. Voilà, la proposition n'a pas besoin d'être parfaite. C'est simplement quelque chose qui fait le job, comme on dit, qui fonctionne. C'est quelque chose de pragmatique, c'est quelque chose qui peut être amélioré par la suite, c'est quelque chose qui doit répondre aux besoins ici et maintenant. On a besoin d'avancer, il faut une solution, donc on va demander à quelqu'un de faire une proposition. Parfois, la proposition, c'est « je propose qu'on crée un groupe de travail à plusieurs pour y réfléchir parce que ça demande de la réflexion, ça demande du temps et on ne va pas le décider en 3 minutes. » Très bien, c'est une proposition. Une autre proposition peut être de classer le truc sans suite. C'est aussi une proposition. Ça a des conséquences, voilà, si c'était un vrai problème, évidemment. Mais voilà, ça fait partie des propositions. Sinon, on peut proposer une solution ABCD, voilà, l'une ou l'autre, mais pas tout en même temps. On va faire une proposition. Ensuite, avant de demander aux autres ce qu'ils en pensent, avant de rentrer dans un débat, et il n'y aura pas de débat, on va proposer un temps de clarification. Combien de fois j'ai vu des débats durer des heures parfois à propos de questions qui n'étaient pas claires, de problèmes qui parfois n'existaient pas, de solutions qui n'avaient pas été précisées, mais déjà, on se bagarrait sur les solutions. Alors, il y avait celui qui disait, il faut faire A, l'autre qui disait, non, il faut faire B, et on s'engueule. Alors que des fois, c'était la même proposition, simplement elle était habillée différemment, ou c'était des détails. On va pas questionner opposer les solutions, on va regarder ce qu'il y a derrière et d'abord, on va bien comprendre de quoi il s'agit. Donc, avant de s'exprimer, on va poser des questions en disant, mais attends, tu veux faire ça pour quand? Ou tu veux faire ça, mais ça coûterait combien? Ou tu as pensé à tel ou tel aspect? Enfin, on va clarifier. Et des fois, la réponse, c'est non, j'ai pas pensé à tout ça. C'est le cadre général. On verra les détails plus tard. Ou des fois, c'est l'occasion de dire, bah, oui, j'avais pas pensé, on pourrait peut-être faire comme ça. Voilà. Ensuite seulement, on va refaire un tour de table pour demander quels sont les ressentis. Dire, là aussi, c'est de nouveau écouter le centre, c'est vérifier ce que pense chacun. On va se mettre à l'écoute de ce que pense chacun de cette proposition-là. C'est un ressenti. Et c'est le ressenti de chacun. Ça va permettre à celui qui fait la proposition de vérifier si c'est cohérent, possible, si c'est bien affiné.
voilà, éventuellement, il va pouvoir modifier sa proposition pour l'améliorer. Et seulement là, on va faire un tour de table des objections. On va demander s'il y a des objections. Et ensuite, on va traiter objection par objection pour améliorer la proposition pour qu'elle réponde à l'objection, par exemple, la préciser. Éventuellement, on va décider que l'objection est majeure et à ce moment-là, eh ben, on peut pas valider la proposition, on la rejette et on va à ce moment-là demander une nouvelle proposition et on repart sur clarification, ressenti et objection. Et puis, si on a réussi à lever toutes les objections, à ce moment-là, il n'y a plus d'objection. Donc, on va valider, on va constater le consentement de tous les rôles. Et donc, ce sera une décision validée, une décision qui aura été validée par le consentement de tous. Et à ce moment-là, on va pouvoir applaudir, se féliciter d'avoir pris une décision. Voilà. C'est beaucoup comme ça qu'on fonctionne. C'est une méthode qui est très, qui a toute l'expérience de la sociocratie avec elle, c'est-à-dire ça fait 40 ans qu'on expérimente ça dans les groupes et on voit que ça fonctionne très très bien. Et même dans des structures pyramidales, on peut quand on a des décisions collectives, on peut utiliser cette méthode-là. Voilà, bon, j'étais un petit peu rapide sur les détails de l'animation. J'y reviendrai, comme je disais, dans une vidéo spécifique. Je voudrais cependant m'arrêter pour préciser un peu plus les critères de validité d'une objection, parce que ça, c'est important. C'est ce qui fait qu'on va retenir ou pas une proposition. D'abord, on va se demander si l'adoption de cette proposition risquerait de produire un résultat dégradé. C'est-à-dire que si à mettre en place cette proposition-là, quelqu'un se retrouve à plus pouvoir faire aussi bien son travail, ou que le collectif n'arrive plus à aussi bien assumer un des objectifs de la structure du collectif, à ce moment-là, ça peut pas aller. Oui, on peut pas prendre une décision qui va à l'encontre de tout le reste. Donc, ça, c'est un critère majeur. Ensuite, ça va être un peu la même chose. Est-ce qu'une nouvelle tension est liée à la proposition ? Si on fait le boulot à la place de quelqu'un, ou si on met des entraves, si on met si on crée des problèmes à d'autres rôles, d'autres cercles, ça va être ou à des clients par exemple et qu'on veut pas, ça va être des tensions qui peuvent être majeures. Est-ce que ça crée un dommage immédiat? Est-ce que ça entrave un rôle? J'ai déjà dit. Et puis est-ce que c'est anticonstitutionnel? Voilà, c'est comme dans la vie politique, la vie française, on a aussi un Conseil d'État qui vérifie la constitutionnalité des décisions prises par les différentes assemblées et qui, si ce n'est pas constitutionnel, va pouvoir refuser le truc. En fait, c'est surtout quand on est dans des réunions de gouvernance qui permettent de modifier les règles de prise de décision ou le qui fait quoi, que le problème va se poser. Quand on est sur du fonctionnement ou du triage, par exemple, qu'on veut résoudre un problème technique, il y a rarement des problèmes de constitutionnalité. Mais en tout cas, le critère a été prévu. Voilà. Pour finir, je voudrais reprendre un certain nombre de questions, de fantasmes que j'entends au sujet de la gouvernance partagée et auxquels j'aimerais répondre. Alors, on peut croire des fois que, du coup, en gouvernance partagée, tout le monde, chacun prend part aux décisions. Alors, la question, c'est oui, chacun prend part aux décisions, mais ne prend pas part à toutes les décisions. C'est chacun prend part aux décisions qui le concernent, c'est-à-dire qui concernent son rôle, qui concernent son cercle, lorsque le cercle lui demande son avis, éventuellement qui concernent tout le monde, si c'est des décisions, par exemple, qui concernent les aspects RH, voilà, la rémunération, les politiques de rémunération ou les politiques voilà, on peut dans certains cas demander l'avis, mais là encore, il y a des RH qui ont la prérogative de décider d'un certain nombre de règles.
Donc, faut pas croire qu'on va prendre part à toutes les décisions. Certainement pas, loin s'en faut. Pas plus que dans les systèmes pyramidaux, finalement. Sauf dans les systèmes où certains sont que exécutants, et voilà. Mais dans la mesure où il y a un peu de fonctionnement d'équipe, qu'on est sur du management participatif, finalement, c'est pas très différent. Est-ce que tout le monde est décideur? Oui, mais pas de tout, là encore. Tout le monde a une partie de la décision. C'est une répartition des décisions. Est-ce qu'un seul décide pour tous? Non. Sauf, alors non à titre collectif, mais oui sur des prérogatives spécifiques. Le pâtissier, elle seule, a décidé de la pâtisserie dans le restaurant. Celui qui est en charge de la maintenance des véhicules va décider de quel garage ou va décider de renouveler les véhicules, ou va décider de changer un véhicule plutôt que de le réparer, parce que c'est sa prérogative, c'est son rôle. Il ne va pas consulter tout le monde. Est-ce que les décisions sont toutes prises en collectif? Non, comme je viens de dire, il y a des décisions qui relèvent d'un rôle et d'un seul rôle, et c'est normal que ce soit lui qui décide, et qui décide tout seul. Un truc classique, tout bête, que moi j'ai vécu souvent du fait de mon boulot, le choix d'un lieu pour faire un séminaire ou d'un restaurant, ou le choix du menu dans le restaurant. Est-ce qu'on va prendre l'avis de tout le monde, ou est-ce que c'est quelqu'un qui décide? Des fois, c'est un assistant du service formation qui décide de choisir un lieu de séminaire. Il appelle, il voit les disponibilités, il voit les tarifs, et puis hop, il passe commande. Et on n'a pas besoin tous de donner notre avis. Du moment que le cahier des charges qui a été fixé est respecté. Par exemple, des fois, il m'est arrivé qu'on me consulte en disant: vous avez besoin de quel genre de salle? Est-ce qu'il faut une salle, deux salles? Est-ce qu'il faut du matériel spécifique? Est-ce qu'on a besoin d'un extérieur? Est-ce que c'est quoi les trucs? Je peux dire, voilà, il me faudrait ça, ça, ça et ça. Et du moment que le cahier des charges est respecté, moi, j'ai pas besoin de valider la décision que quelqu'un va prendre à ma place. C'est très bien comme ça. Alors ensuite, il n'y a plus de hiérarchie qui impose ses choix? Si. Le cercle supérieur impose un certain nombre de choses au cercle en dessous. Il décide d'une politique qui va se décliner ensuite en dessous. Donc ça, c'est bien quelque chose de hiérarchique. C'est voilà, dans le sens où le cercle qui compte. Alors, on le met en hauteur, mais c'est plutôt horizontal. Le cercle qui contient un plus petit cercle va pouvoir décider des choses pour le plus petit cercle. Voilà. Et puis encore, parfois le leader de cercle va pouvoir désigner certaines personnes pour faire certaines tâches, parce que c'est sa prérogative, c'est son rôle. Il va donner des moyens, c'est sa prérogative, donc il va décider de manière il va décider pour les autres, et cette décision va s'imposer aux gens qui travaillent avec lui. Est-ce que chacun décide de son temps, décide décide tout seul de ce qu'il doit faire? C'est la dernière question. Non, pas nécessairement. Alors, oui, il y a de l'autonomie, oui, je m'organise comme je veux, mais en même temps, les tâches, il y a des fois, j'ai pas choisi toutes les tâches qui m'incombent. C'est comme des fois, c'est le client qui me demande des trucs, donc je fais ce que me demande le client. Et puis surtout, il y a des fois, c'est les collègues ou c'est la structure qui me demande de faire mon boulot, ce qui est dans mon champ d'activité. Si la structure a décidé que d'un seul coup, je prends l'exemple encore du restaurant, si d'un seul coup on fait beaucoup plus on s'oriente vers des pâtisseries, qu'on veut supprimer le sucre dans les desserts, ou qu'on veut un indice glycémique bas dans tout ce qu'on fait, le pâtissier va subir ça et va devoir revoir toute sa pâtisserie, toutes ses recettes, tous ses processus d'élaboration, toute son organisation pour satisfaire ce nouvel objectif. Et ça, il l'avait pas forcément demandé. Et ça s'impose à lui parce que le cercle supérieur a décidé que on allait changer de cuisine pour mieux satisfaire les clients, par exemple. Voilà.
Donc, est-ce que personne ne peut rien décider pour les autres? Bah, si, je l'ai déjà dit. Est-ce que je suis le seul décideur de ce que je dois faire? Bah, j'ai répondu également. Donc, vous voyez que ça n'empêche pas de la structure, ça n'empêche pas que ce soit organisé, ça n'empêche pas qu'il y ait bien des gens qui, par du fait de leur spécialité, de leurs compétences spécifiques, peuvent être seuls décideurs de certaines choses. Voilà, ça évite, par exemple, je sais que ça peut agacer facilement des techniciens ou certains experts dans les structures. Voilà, les informaticiens sont un bel exemple classique de ces trucs-là. Si tous les utilisateurs se mettent à décider de quoi ou qu'est-ce, ah ben il y en a un qui veut un PC, l'autre qui veut un Mac, l'autre qui veut ci, l'autre qui veut tel logiciel, non, l'autre qui préfère autre chose. Bon, non, c'est l'informaticien qui décide, c'est lui qui est compétent. Voilà. Après, on peut lui imposer des valeurs. Par exemple, on peut dire que on préfère des logiciels sous licence libre, par exemple. Donc, il peut pas choisir des logiciels qui sont voilà, Microsoft. Quelle horreur. Voilà, il peut pas faire ce qu'il veut. Il est obligé de respecter un cahier des charges qui est celui du cercle général, qui est celui de la politique générale de l'entreprise. Mais ça, c'est valable dans toutes les structures encore. Voilà. Bon, il y a sans doute d'autres questions. J'ai mis les principales. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les envoyer, vous pouvez me contacter. Et puis, regardez aussi les autres vidéos qui complètent bien ce que j'ai dit. Il y aura des vidéos spécifiques sur la prise de décision par consentement pour les animateurs, les facilitateurs, et puis sur les réunions de triage et de gouvernance et de stratégie aussi. Il y aura des vidéos qui présentent davantage ces éléments-là. Donc, regardez tout ça, vous allez voir qu'il y a beaucoup de réponses dans les autres vidéos. En tout cas, j'espère. Voilà, à bientôt et n'hésitez pas à regarder la suite.